Ce soir, c'est le début du mois de la mobilité. Donc, vous aurez des ateliers, des présentations ce mois-ci sur les différentes plateformes mobiles, que ce soit Android, iOS ou encore Windows Phone, Xamarin aussi. Donc, nous, on va commencer par un atelier sur Android. Donc, avant que vous alliez directement dans le code, on va vous faire une petite présentation pour présenter l'écosystème Android, la philosophie derrière l'écosystème, qui suivre pour avoir plus d'informations sur l'écosystème Android. Ok. Mais tout d'abord, donc vous avez dû voir, il y a des clés USB qui se baladent un petit peu. Donc il y en a deux pour Windows, une pour macOS. Donc vous prenez la clé et vous copiez tout sur votre disque dur. Donc la clé en fait elle contient le SDK Android, Android Studio, donc l'environnement de développement, et le code du projet. Ok. Sur le code, le projet a été configuré pour utiliser Gradle. Et le Gradle est aussi sur la clé USB. Donc vous prenez vraiment tout, n'oubliez rien quoi. Ça marche? Pour ceux qui n'ont pas encore reçu la clé USB, on va voir ça après. Pour ceux qui ont des problèmes avec la clé USB, on verra ça aussi après. Ça marche? Mais en tout cas, tous ceux qui ont la clé USB, n'hésitez pas à vous la faire passer pour que tout le monde l'ait. Sachant qu'il y en a encore une qui traîne là. Donc c'est un Mac. Donc si vous avez un Mac, c'est là. Attrape. Hop là, bien joué. Alors, donc Android. Donc d'abord, on va se présenter. Donc Alors moi je suis Chris Bessie, je suis lead dev Android et du coup je vais parlez dans le plutôt... micro. Ah oui, pardon. Je vais plutôt vous présenter la partie atelier. Et, Du coup, moi, c'est David Wurstezen. Je fais partie du pôle d'expertise Java. Je donne des formations sur différents sujets. Et je suis à SWAT depuis 3 ans. Donc, j'ai également développé une application Android qui est actuellement disponible sur le Play Store. Donc, introduction à Android. Donc, tout d'abord, on va vous faire un bref historique. Donc, Android, ça a quand même 10 ans. Un petit peu plus de 10 ans. En fait, c'est une startup qui s'appelait Android, qui faisait un système pour un téléphone mobile. Et Google a flairé la bonne affaire. Et du coup, ils ont racheté la startup Android. Et du coup, en 2007, Google lance le système d'exploitation Android. Donc, il y a eu différentes versions. Donc, en 2010, on a eu la version Froyo, suivie de Gingerbread. Donc, ce qui est intéressant, c'est voir que Gingerbread, c'était uniquement pour les téléphones mobiles. La mise à jour suivante, Honeycomb, c'était que pour les tablettes et la télé. Et après, ils ont uniformisé tout ça en 2011 avec la version Ice Cream Sandwich. Donc là, c'était une mise à jour qui ciblait les smartphones, les tablettes, la Google TV. Et ensuite, on a encore des mises à jour avec soit des fonctionnalités, soit des améliorations à chaque fois. Par exemple, la Jelly Bean, c'est un système de notification qui change. KitKat, c'est la consommation qui a amélioré au niveau de la batterie. Lollipop, c'est l'introduction du material design. Donc là, c'est l'interface utilisateur qui change. Et Marshmallow, une des features, c'est la modification de la gestion des autorisations. Parce que sur les applications, il faut fournir des autorisations. Actuellement, c'est quand vous installez, on vous demande tout. Et maintenant, ça sera à l'utilisation. Ok. Donc on peut voir qu'on a beaucoup de versions quand même d'Android. Et dans la nature, en fait, bah, on a un petit peu tout. Toutes les versions cohabitent actuellement. Donc voilà. Donc ça c'est bien, mais c'est problématique aussi parce que du coup il faut bien avoir conscience que il y a plein de versions différentes d'Android qui sont actuellement encore utilisées. Tout le monde n'est pas sur la dernière version. Donc du coup on a une problématique, c'est de la fragmentation. Tout le monde n'est pas encore sur la dernière version, bien que la dernière version les gens l'utilisent de moins en moins. Mais on peut voir que, par exemple, en 2015, il y a encore des personnes qui sont sur les versions 2, par exemple. Donc ça, c'est juste au niveau de l'OS. On a une fragmentation au niveau de l'OS. Mais on a aussi une fragmentation au niveau du device. Parce qu'en fait, Android, c'est un système open source. Donc tout le monde peut faire son propre téléphone et mettre Android dessus. Donc ça, pareil, c'est bien, ça permet de fournir beaucoup de matériel différent, à des prix différents, ayant des accessoires différents. Mais pour les développeurs, ça peut être problématique parce que du coup, ça peut très bien marcher sur un système et pas sur un autre.
On a aussi une problématique, c'est sur la taille de l'écran. Qui est comme on a du matériel différent, on peut avoir des écrans différents. Donc on va voir plus tard qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, comment on va gérer ce problème-là. En comparaison, la concurrence, eux, ils ont juste très peu de matériel, c'est surtout des iPhones. On parle pas d'autres modèles, hein, c'est juste iPhone. Et en termes d'écran, avant c'était encore plus vrai, mais avant ils avaient vraiment qu'un seul écran. À chaque fois qu'une nouvelle version sortait, c'était qu'une seule taille d'écran. Même comme l'iPad est sorti, je crois que c'était juste la résolution qui avait doublé. Donc pour porter une application sur iPad, c'était pas si complexe que ça. Mais maintenant, effectivement, ils commencent à avoir des matériels plus différents, des iPads, des iPhones. Ils commencent à avoir des résolutions différentes, des tailles d'écran différentes. Donc côté iPhone, ils commencent à un petit peu avoir cette problématique-là, mais elle est clairement moins forte que sur Android, où là on a vraiment des écrans très différents. Donc comment on gère cette différence de compatibilité? Il y a plusieurs stratégies. Donc il y en a une qui est au niveau du code, qui est assez simple, qui est de dire bon bah finalement si l'application elle tourne sur cette version, tu vas exécuter ce code-là, mais si elle est sur une autre version, tu vas exécuter un code différent. Donc ça peut être très bien pour tourner en mode dégradé ou quoi que ce soit. Ok. Donc grosso modo, dans la même application, vous allez avoir du code pour différentes versions. Donc ça, c'est la partie qui permet de réagir différemment sur la version. Google propose également une librairie de support qui permet en fait, dans les anciennes versions, d'avoir les mêmes fonctionnalités que les nouvelles versions. Donc c'est eux qui font le backport en fait des nouvelles fonctionnalités. Donc ça veut dire que si vous voulez que votre application elle utilise par exemple les fragments, mais que sur les versions qui ne supportent pas les fragments comme vous faites, bah, vous utilisez la librairie de support, ça vous permet de mettre des fragments qui vont marcher sur d'anciennes versions. Donc il faut bien se rendre compte que quand même on pourrait se dire bah, finalement quelles sont les versions que j'ai à supporter. Bonsoir. Il y a quand même pas mal de versions à supporter, mais même les anciennes par exemple, ça c'est les statistiques du Play Store de cette semaine. On voit qu'on a encore 10% de version 2. Alors que là, la dernière version, c'est la version 6. Donc on peut avoir pas mal de choses à gérer. Alors après, c'est un choix. Est-ce qu'on veut gérer les anciennes versions ou pas? Ce qui va changer, c'est la taille de votre marché, quoi. Si vous ciblez les nouvelles fonctionnalités, faites que du 6, mais vous aurez beaucoup moins d'utilisateurs que si vous ciblez la version 2. Mais du coup, vous pouvez être possiblement plus contraint. Ok. Donc ça, c'était pour tout ce qui était OS. Mais la taille de l'écran, c'est pas la même taille sur les devices. Comment on fait pour gérer? Il y a plusieurs stratégies. Par exemple, on va faire un design fluide pour nos interfaces. On va pas mettre en dur, je veux que le bouton il soit à 3 pixels à gauche, 4 pixels à gauche, à droite. On va pas dire que je veux que la taille de ce composant ça soit 120 pixels. Mais on va être plutôt fluide en disant bah voilà, je veux que tu prennes toute la largeur, je veux que tu sois tant de pourcentage, etc. On peut aussi appliquer des layouts différents, que ce soit pour les smartphones ou les tablettes. Par exemple, on veut que sur une tablette, on ait une liste et à côté euh, une partie de l'application qui affiche l'élément de la liste. Et en fait, sur téléphone, ça va être différent. Ça sera deux écrans séparés. Ok. On peut jouer aussi avec les densités des écrans. C'est-à-dire qu'un vieux téléphone, en fait, il va afficher peu de pixels. Un nouveau téléphone, lui, va afficher beaucoup de pixels. Donc du coup, on va gérer des ressources différentes. Par exemple, un même icône, on va pas utiliser le même icône pour les différentes résolutions, mais on va plutôt faire une icône adaptée pour chaque résolution. Ok. Parce que imaginons qu'on prend cette icône et qu'on l'affiche sur un écran basse résolution, en fait, il va prendre tout l'écran, donc c'est plus possible. Donc il faut vraiment penser à adapter ces ressources. Donc on est sur mobile. Il faut bien penser que sur mobile, on n'est pas sur une machine de bureau qui est branchée à un câble Ethernet, qui est branché derrière sur une fibre optique. Donc il faut penser en termes de bande passante. Par exemple, si vous prenez le métro, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a rarement la 3G ou quoi que ce soit. Donc il faut bien se dire, faut être capable de faire une application qui est capable de travailler sur un réseau en utilisant une faible bande passante.
Par exemple, on va pas faire, par exemple, on va pas faire de XML. XML, ça va prendre pas mal de bande passante. On va peut-être essayer de favoriser le JSON ou encore le protocole buffer. Et toujours sur l'exemple du métro, il faut penser qu'on est sur un réseau dégradé. On n'est pas sur du Ethernet qui marche tout le temps. Ça peut couper. Si vous êtes dans le train, ça marche très bien. Vous changez d'antenne téléphonique, hop, vous avez une coupure. Votre application, faut pas qu'elle crache dans ce cas-là. Il faut vraiment prendre en conscience ce cas-là. Pour pouvoir gérer que, effectivement, vous lancez une requête, possiblement, vous n'allez pas avoir de réponse. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? On est sur du téléphone et du coup, il faut qu'on gère le cycle de vie de l'application. Quand elle est lancée, elle va consommer de la batterie, mais aussi elle peut changer de statut et le système peut la mettre en pause. Par exemple, si elle est en arrière-plan, si vous arrêtez d'utiliser l'application, vous en utilisez une autre, votre application va se mettre en arrière-plan. Ça, vous le prenez en compte, c'est un cycle de vie à prendre en compte. C'est par exemple quand elle est en pause, ça sert à rien que votre application commence par exemple à faire des requêtes réseau tout le temps. Ou encore, ça sert à rien qu'elle consomme la géolocalisation. La géolocalisation, ça consomme énormément de batterie. C'est très bien quand l'application est sur le premier plan. Donc là, vous actualisez en temps réel votre position. Mais si vous la mettez en arrière-plan, à moins que ce soit une application de GPS et que ce soit volontaire, que vouliez mettre à jour tout le temps la position, il faut éviter de faire tout ce qui est consommateur de ressources quand on est en pause. Et du coup, en pause, quand on reçoit le signal de pause, on peut couper la géolocalisation par exemple. Ou en tout cas, faire en sorte qu'elle consomme moins. Donc, comme c'est une application qui va être déployée sur différents téléphones, on n'a pas forcément la main sur les mises à jour. On peut très bien déployer la mise à jour, mais les gens peuvent ne pas l'accepter. S'ils sont coupés du réseau, s'ils ne mettent pas à jour la mise à jour automatique, les gens peuvent ne pas avoir la dernière version. Et du coup, ça c'est une contrainte aussi à prendre en compte si vous avez un back-end. Si votre protocole il change entre les versions, vous rajoutez une fonctionnalité. Du coup, le message que vous envoyez au téléphone change. Il faut penser que possiblement vous ayez des anciennes versions dans la nature. Il faut que ça marche toujours. Ce serait dommage que la personne qui a la version A lance une application, ça crache. Parce que le message réseau a changé. Donc ça, pareil, c'est encore une problématique à prendre en compte. Donc on voit qu'on a quand même pas mal de choses à prendre en compte. On a les versions de l'OS, l'écran, le back-end qui peut changer, etc. Donc le développement Android, c'est pas forcément... c'est un petit peu plus compliqué à ce niveau-là qu'une application desktop ou un serveur réseau, un back-end tout court. Ok. On a la maîtrise de A à Z. Donc là, on va passer sur tout ce qui est environnement. Donc avant, en fait, pour développer des applications, l'outil référence c'était Eclipse. Mais Google a changé. Et en fait, ils ont pris la version open source d'IntelliJ. Ils l'ont customisé pour leurs besoins et ils ont fait Android Studio. Alors si vous avez IntelliJ, en fait, c'est un plugin qui fait que vous avez IntelliJ avec toutes les features d'Android Studio. Mais en tout cas, Android Studio, c'est vraiment mettre dans l'outil de référence utilisé par Google pour développer les applications Android. Donc IntelliJ et Android Studio, c'est pas forcément la plateforme que tous les développeurs connaissent. Généralement, il y en a pas mal qui utilisent Eclipse. Donc, comment ça marche? On n'a pas le système de vue d'Eclipse, c'est vraiment toujours le même écran. D'un côté, on a le projet, donc on va pouvoir parcourir les fichiers, voir un petit peu de quoi se constitue notre projet. On a l'éditeur qui est classique, là on va pouvoir éditer notre code. Et une des fonctionnalités qui est intéressante pour Android Studio, c'est qu'on peut avoir une preview, pas de votre application, mais de votre layout, de votre interface utilisateur. Donc vous pouvez pas cliquer sur les boutons, ça marche pas, mais vous pouvez très bien voir que votre bouton il est à gauche ou à droite, etc. Vous pouvez changer la localisation, vous pouvez changer l'orientation du téléphone et voir comment réagit votre layout selon certaines conditions. Et enfin, on retrouve aussi la console de log, avec toutes les informations nécessaires quand vous compilez le projet ou quand vous branchez votre téléphone et que vous démarrez l'application sur le téléphone. Et enfin, ça c'est vraiment juste pour information, on retrouve en haut toutes les commandes que ce soit pour compiler le projet, pour lancer le projet sur votre téléphone ou sur un émulateur, etc. Le système de build, maintenant c'est Gradle
pour les applications Android. Qui connaît Gradle dans la salle? Per- Qui a déjà utilisé Gradle alors? Ok, donc personne n'a utilisé Gradle. Voilà, donc Gradle, effectivement, c'est l'équivalent de Maven, sauf que c'est un petit peu plus ouvert, un petit peu plus permissif. Donc c'est basé sur Groovy. Gradle, c'est du XML qu'on configure, et là, c'est du Groovy, grosso modo. Ok. Il y a un truc qui est pas mal, c'est Gradle W, en fait, c'est Gradle Wrapper, qui permet, en fait, si vous n'avez pas Gradle, de télécharger Gradle. Donc si votre projet n'est pas configuré, dans vos projets, dès que vous avez un Gradle W, vous êtes garanti de pouvoir quand même télécharger Gradle et configurer votre projet avec Gradle. Une question. Si tu fais un nouveau projet via Android Studio, il va te utiliser Gradle. Sur un projet Android ou sur un projet non Android? Alors moi j'ai clairement plus l'habitude de Maven, donc je vais te dire Maven, mais tous ceux qui sont experts sur Gradle vont te recommander Gradle. Donc après c'est classique, hein, justement, c'est assez proche de Maven, c'est qu'on a des targets, etc. Donc typiquement si vous faites Gradle W, ça va builder le projet, ça va récupérer les dépendances, ça va compiler, ça va builder le projet, etc. Ok. Pour Android, il y a différentes targets, mais il faut savoir que Gradle est assez bien implémenté dans Android Studio, donc si vous ouvrez le projet, vous aurez un petit bouton Gradle sur la droite, vous cliquez dessus, vous allez voir tout ce que vous pouvez faire sur votre projet avec Gradle. Ok. On verra pas tout, mais grosso modo, mémoriser build, ça compile, ça fait les dépendances, etc. Donc pour les tests, sur l'écosystème Android, qu'est-ce qu'il existe comme test? Google propose Expresso. Expresso, en fait, c'est quoi? C'est très simple. C'est vous démarrez une application sur votre téléphone et Expresso, ça va cliquer un petit peu sur les boutons, etc. Ça va simuler le parcours utilisateur. Donc il faut bien noter que là, on démarre l'application sur un téléphone ou un émulateur. Si vous voulez faire des tests unitaires ou quoi que ce soit sans téléphone, sans émulateur, c'est pas possible. Le SDK vous propose pas tout l'environnement Android. Il vous propose juste une portion de l'environnement Android. Du coup, si vous commencez à utiliser, par exemple, quel que soit au niveau de l'API Android, vous allez avoir une erreur, no stub, define, ou je ne sais plus quoi. Donc pour ça, il y a comme une alternative qui est Robot électrique, qui est en fait une simulation de tout l'écosystème Android. Ce qui veut dire que si vous configurez votre projet pour utiliser Robot électrique, vous pouvez lancer vos tests unitaires et en fait ça va démarrer sur votre machine. Pas besoin de téléphone à côté ou quoi que ce soit. Ok. Donc il faut retenir Expresso, parcours utilisateur, et Robot électrique pour tout ce qui est un petit peu plus unitaire. Alors attention, les deux, ça peut être un petit peu compliqué à configurer. Moi, j'ai déjà eu des soucis. Donc, on a parlé de l'écosystème, comment on fait des tests, etc. Maintenant, on va partir un petit peu plus sur la structure d'une application. Une application, on va surtout manipuler des activities. Une activity, c'est vraiment juste une portion de l'application. Et une application peut être constituée de plusieurs activités. Par exemple, vous pouvez très bien avoir le premier écran avec un petit bouton, vous cliquez et ça va lancer une deuxième activity qui sera le deuxième écran. Ok. Une activity a un cycle de vie, un petit peu comme les applications. Donc on peut avoir plusieurs signaux. Par exemple, l'application démarre, l'application se met en pause, l'application est arrêtée et on va tuer l'application. Ok. Ça va être des méthodes dans votre activité, vous allez pouvoir surcharger et quand elles seront appelées, vous serez notifié du changement au niveau de votre application. Donc on peut aussi manipuler des services dans une application Android. Donc un service, c'est quoi? C'est un composant sans interface utilisateur. C'est une activity, il y a des composants, il y a des boutons, etc. Là, un service, ça peut être... il peut réaliser des tâches de fond. Par exemple, il peut pooler un service web. Ok. Ou encore, on n'a pas forcément de... C'est du code qui n'a pas forcément d'interaction directe avec l'utilisateur.
On peut manipuler, donc ça c'est des notions un petit peu plus avancées, mais c'est un content provider. C'est parce que par exemple, sur votre téléphone, vous avez votre carnet d'adresses. Vous voulez accéder au carnet d'adresses, mais c'est pas votre application, c'est pas elle qui a créé le carnet d'adresses. Et en fait, Android peut vous l'exposer via un content provider. Vous allez pouvoir accéder aux données et pouvoir récupérer les informations du carnet d'adresses. Donc il y a différents content providers. Par exemple, on peut s'en servir pour accéder aux contacts, aux médias, au calendrier. Mais c'est pas que de la lecture, on peut aussi interagir dessus et on va pouvoir pousser de la donnée dedans. On va dire, bah voilà, je vais rajouter un événement dans le calendrier, je vais rajouter un contact, etc. Donc on peut vraiment interagir un petit peu comme ça. Vous pouvez aussi créer votre propre content provider si vous voulez exposer vos données à une autre application, par exemple. On va parler aussi d'un composant qui est le broadcast receiver. Donc lui en fait c'est une sorte de listener qui va écouter les notifications du système. Et il va écouter certaines notifications et vous allez pouvoir réagir quand vous allez recevoir cette notification. Ok. Par exemple, vous voulez savoir quand la personne connecte son téléphone sur le chargeur. Vous voulez faire une action particulière quand la personne connecte son téléphone sur son chargeur. Le système va en fait émettre un événement qui va être action Power Connected. Et si vous avez défini un broadcast receiver dans votre application, vous êtes notifié. Du coup, vous allez pouvoir faire quelque chose à ce niveau-là. Par exemple, mettre un petit message, ah bah c'est bien, t'as branché ton téléphone. Ok. Et il y a plein d'autres événements comme ça. Par exemple, quand la batterie est un petit peu faible, quand le téléphone est en train de sonner, ou encore quand vous faites une modification sur la géolocalisation, etc. Donc là, j'ai parlé d'événements, mais justement, c'est dans le vocabulaire Android, c'est ce qu'on appelle une intent. Ok. Donc c'est un message asynchrone qui permet de dialoguer entre composants à travers le système Android. Donc le système, lui, envoie des intents, mais vous pouvez aussi envoyer des intents et en recevoir. Par exemple, sur notre activité, déjà il va recevoir une intent qui est Start Activity, qui va lancer en fait la méthode Start Activity. Euh, non, j'ai dit une bêtise, oui, c'est ça. Et en fait, une activité, pour démarrer une autre activité, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle envoie aussi une intent qui dit bah, démarre une activity. Donc le système Android va recevoir l'intent et va la forwarder à l'activité B qui va elle démarrer. Ok. Donc on va manipuler des activities et pour ça on va envoyer des messages qui sont des intents. En termes d'interface utilisateur, qu'est-ce qu'on a? En fait on a une hiérarchie assez simple, c'est que grosso modo tout ce qui est un composant visuel c'est une view. Ok. Et derrière une view on va avoir différents sous-composants, par exemple une image view qui va contenir une image. On peut avoir text view qui va contenir du texte et qui va hériter en dessous d'un bouton. Donc un bouton c'est une text view finalement. On a aussi des view groups qui vont être en fait de l'agrégation de plusieurs views. Par exemple, si vous voulez faire un composant avec un bouton et un champ texte, vous allez faire un view group dedans, vous allez mettre une vue bouton et une vue champ texte. Et dans les view groups, on a aussi des layouts. Les layouts, c'est pour définir comment vont se placer vos composants. Par exemple, si vous ajoutez des composants, est-ce que vous voulez qu'ils soient les uns à la suite des autres ou les uns au-dessus des autres? Ok. Un layout peut être adaptatif également. Et du coup, notre application elle va se retrouver un petit peu comme ça. Elle va être une succession de views, de composants qui ont une vue, qui ont des vues de groupe avec plusieurs vues dedans, etc. Donc par exemple, tous nos boutons, c'est des vues. Là, on a un layout qui comprend tous nos boutons. La petite toolbar, là, c'est une vue, etc. Et tout ça va se composer et va créer notre application. Enfin, en tout cas, l'interface utilisateur de notre application. Et des composants, on en a beaucoup. Par défaut, on peut avoir un date picker pour choisir une date, on peut avoir un time picker pour choisir une heure, on peut avoir un champ password, un champ date, une web view pour afficher une page web, on peut avoir donc tous les layouts pour choisir comment nos composants se posent, on peut avoir des boutons, etc. Et du coup, bah, juste avec tous ces composants, si on les place bien, on peut faire des petites interfaces, sachant que ça, c'est les différents composants avec le style Material Design. Donc la nouvelle charte graphique sur Android. On a également donc des fragments. Des fragments, c'est juste des portions d'interface utilisateur. Ok.
Sur une application, vous pouvez avoir plusieurs fragments et après vous pouvez aussi configurer pour que les fragments interagissent différemment selon sur quel device c'est. Ok? C'est-à-dire que sur la même application, si vous architecturez correctement vos fragments, vous allez avoir une application qui va ressembler, qui n'aura pas la même interface utilisateur selon le device, mais en termes de comportement, ce sera la même chose. Ok. Donc on a vu très rapidement quand même tout l'écosystème, le vocabulaire minimum, travailler sur une application Android. Mais si on va aller plus loin, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Google propose le Android Developers, qui est en fait, si vous avez téléchargé le SDK, vous êtes tous passés dessus. En tout cas, si vous l'avez téléchargé depuis chez vous. C'est toute la documentation sur Android. Donc, si vous avez une question par rapport à une documentation, quoi que ce soit, et dessus, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a vraiment des exemples sur comment marche la géolocalisation, comment optimiser votre application par rapport à la batterie, etc. Vous allez vraiment trouver beaucoup d'informations. Vous pouvez aussi faire un mock. Typiquement sur Udacity, il y a un mock qui est créé par Google. Donc si vous suivez ce mock, ce sont des ingénieurs de Google qui le proposent. Ils en rajoutent de plus en plus. Donc Android c'est Google, donc si vous voulez de l'information sur Android, vous pouvez aussi faire un tour sur Google+. Il y a vraiment pas mal de choses sur Android sur Google+. Par exemple, c'est deux groupes Android et Android développement. Ils postent pas mal de choses. Et Google propose vraiment beaucoup de contenu sur Android. Vous pouvez aussi aller sur YouTube, où là les ingénieurs qui travaillent sur Android font des vidéos. Alors il y a vraiment beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu. C'est impossible de tout voir. Je pense qu'il y a tellement d'heures. Et il y a un peu de tout. Il y a, que ça soit sur comment optimiser votre application, comment faire un style sur votre application, par exemple un accordéon avec votre interface utilisateur, ou encore comment gagner des parts de marché sur votre application en utilisant le Google Play Store. Il y a vraiment tout, que ce soit fonctionnel ou technique. Les personnes que j'aime bien suivre sur Twitter, donc c'est pour le côté américain, c'est Jack Wharton qui fait vraiment beaucoup de projets open source. Moi j'aime bien sa philosophie, ses projets sont assez simples et assez puissants. Par exemple, c'est lui qui a fait Retrofit ou Dagger, et les deux sur Android, moi, j'aime bien. Côté français, on a Cyril Mottier, il travaille sur Android, évidemment, mais aussi pour Capitaine Train, c'est lui qui a fait l'application Capitaine Train sur Android. Il donne pas mal d'astuces aussi sur son blog. Il donne son avis aussi, c'est intéressant. Et aussi Pierre-Yves Rico, qui travaille maintenant dans la même boîte que Jack Wharton. Il a fait entre autres une librairie qui est Leak Canary, qui permet de tracer des fuites mémoire dans son application Android. Ok. Donc une fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'aller sur le Play Store et de publier votre application. Ok. Et donc pour ça, on va essayer de vous aider. Ça va être le but de cet atelier ce soir. On va créer une petite application. Et après, histoire que vous démarriez de mettre le pied à l'étrier sur l'environnement Android. Ça marche? On va dire que ça marche. Merci. Hop.